Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Pour les gens, ce n'est pas normal. Qui traverse honnêtement Et de mettre en arrière. Proposé par son Après l'âge de 30 ans, une femme célibataire est parfois perçue comme étant incomplète. Dans de nombreuses sociétés africaines, par exemple, la femme, elle est encore largement définie par son rôle d'épouse et de mère. Ce message social qui est progressivement intériorisé au point que la femme elle-même vient à se poser des questions sur sa propre valeur. Même lorsqu'elle a construit une vie professionnelle réussie et autonome, le regard des autres, toutes ces questions qu'on lui pose vont la pousser à se demander si le mariage est-il réellement une fin en soi. La femme célibataire est souvent considérée comme incomplète à cause des stéréotypes de la société. Dans certaines cultures, au Cameroun, la femme finit achève son grandissement lorsqu'elle est mariée. Tu n'es pas mariée, madame, on ne peut pas vous appeler madame, on vous appelle mademoiselle parce que on doit toujours vous associer à l'image d'un homme derrière. Tandis que dans les sociétés occidentales, la femme a tout son honneur, mariée ou pas. Il en va de même pour ce qui est des enfants, où on considère qu'une femme non mariée n'a pas le droit d'être maman, sinon elle va subir des étiquettes de la société. Dans de nombreuses sociétés africaines, une femme qui est encore célibataire à un certain âge peut être perçue comme un échec. Il y a plusieurs personnes qui vont lui demander, mais pourquoi tu n'es pas encore mariée? Est-ce que tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas trouvé de mari? Il n'y a personne qui a voulu t'épouser. Donc, elle peut être perçue comme étant un échec ou alors comme une femme qui a raté sa vie, que ce soit au sein de sa famille, au sein de sa communauté ou même au sein de sa communauté amicale. Une perception sociale qui, avec le temps, peut avoir une influence sur le fait que la femme se perçoive comme une personne ayant moins de valeur qu'une autre femme comme elle qui est mariée et qui a des enfants. Cette intériorisation va fragiliser son estime de soi et favoriser chez certaines personnes le développement de la peur du jugement social. On verra donc des femmes qui vont s'isoler, qui vont éviter de socialiser, qui vont même éviter certains événements familiaux parce qu'elles évitent en fait le fait qu'on leur pose des questions. Elles évitent les oncles, des tantes, les cousins et les cousines. Toutefois, il y a aussi des femmes qui ne vivent aucune pression par rapport au célibat parce qu'elles ont choisi cette situation-là. Elles ne veulent pas se marier, peut-être parce qu'elles ne sont pas encore prêtes ou alors elles ont d'autres raisons. Ce ne sont donc pas toutes les femmes qui se sentent mal parce qu'elles ne sont pas mariées. Aujourd'hui, on va principalement parler de celles qui acceptent difficilement cette situation. Le célibat chez la femme est davantage stigmatisé par rapport à celui des hommes, à cause des mœurs qui encadrent cette différence entre l'homme et la femme. En réalité, nombreuses cultures, l'homme est le pourvoyeur, l'homme est celui qui va vers le monde, l'homme est celui qui a le droit aux relations publiques, aux relations extérieures, aux relations professionnelles, tandis que la femme, elle, accomplit son rôle dans le foyer, dans celui que son mari lui offre. Alors, le disant, la femme qui n'est pas mariée est considérée comme une ayant échoué parce que, selon la société, elle n'a pas mérité qu'un homme qui va à sa conquête l'accepte et décide de la prendre dans son domicile, dans sa maison et dans son foyer. Raison pour laquelle les femmes souffrent de stigmatisation dans leur statut de célibataire. Passé un certain âge, un homme célibataire peut être perçu comme un bon parti, c'est-à-dire que c'est celui-là qui attend le bon moment, il est en train de prendre son temps pour faire le bon choix. Donc, c'est pas la même chose pour la femme. Une femme, on aura tendance à la stigmatiser et à se demander ce qui ne va pas chez elle. Alors que la femme célibataire est plutôt considérée comme étant un échec. On se dit que voilà, si elle n'est pas mariée, c'est de sa faute parce qu'elle a trop fait de longues études ou, comme on dit dans notre communauté, elle a trop la bouche, elle parle beaucoup, elle cherche des hommes qui n'existent pas, donc elle a des idéaux très exigeants, des choses comme ça. Donc, très souvent, on va se dire que c'est de la faute de la femme si elle n'est pas mariée. Parce que pour beaucoup de personnes, une femme qui a réussi, c'est une femme qui est Madame un tel.
On va donc avoir des femmes qui parfois se sentent très respectées dans la sphère publique par rapport à leur rôle dans la société, par rapport à leur emploi. Mais au sein de la famille, au sein de la communauté, elles sont rejetées, elles sont stigmatisées ou alors elles sont humiliées du fait de leur statut de célibataire. L'homme et la femme célibataire, ce n'est pas du tout la même chose. Simplement parce que la société, la communauté a un regard complètement différent sur le fait qu'un homme soit encore célibataire passé un certain âge. Beaucoup de gens vont vous dire oui, mais un homme même à 70 ans, il peut se marier et faire des enfants. Tandis que ce n'est pas le cas pour la femme qui a ce qu'on appelle un horloge biologique. Et je pense que beaucoup d'hommes vont se baser là-dessus justement pour jouer un peu, jouer dans les relations, ne pas être sérieux parce qu'ils se disent que j'ai le temps, je peux me permettre de ne pas être sérieux. Les phrases comme « tu n'es pas encore marié » ou « et les enfants » est-ce que tu en as? Pourquoi n'as-tu pas d'enfants? Oui, parfois ça peut blesser des unes, parfois ça peut traumatiser même certaines, mais dans la société d'aujourd'hui, cela n'affecte généralement, ou alors plus encore, les personnes qui n'ont pas un parcours professionnel réel. Pourquoi? Aujourd'hui, le rôle de la femme ne se résume plus uniquement à compléter son mari, à être femme au foyer ou alors à faire des enfants. Beaucoup de recherches aujourd'hui donnent de la valeur aux couples qui ne parviennent même pas à avoir d'enfants et en leur donnant la sensation de parentalité à travers différents moyens de conception ou alors l'adoption de l'enfant. Le disant, nous restons conscients du fait que les difficultés à concevoir, les difficultés lorsqu'on atteint un certain âge à ne pouvoir se vanter d'un titre d'épouse deviennent parfois embêtantes, gênantes lorsque on se retrouve devant d'autres personnes qui ont mis tout autour de la question du mariage et de l'enfantement un standard inégalable. Certaines femmes, bien que dans leur foyer, souffrent le mardi, réussissent à aller hors de leur domicile, titiller, taquiner et même mépriser leurs consoeurs, leurs sœurs qui ne sont pas encore mariées ou accomplies selon elles et qui sont à la quête de l'amour. Parce que oui, certaines femmes non mariées n'est qu'une question de choix parce que l'ayant décidé avec un certain niveau intellectuel, avec un certain intellectualisme, ayant décidé de ne pas s'offrir au premier venu et une fois fait, ces personnes-là n'ont pas la même perception du mariage que les autres qui s'adonnent facilement et essayent de leur donner de faire des pics. Le fait de demander constamment à quelqu'un pourquoi il n'est pas encore marié, pourquoi il n'a pas d'enfant, au début, ça peut passer, mais avec le temps, ça peut être vécu un peu comme des micro-agressions parce que tout le temps, on te pose une question comme si tu devais rendre des comptes. Ça peut sembler anodin, on peut se dire oui, mais on pose juste la question comme ça. Mais imaginez que tout le temps, on te pose cette question comme si en fait tu avais manqué à ton devoir, comme si tu n'as pas atteint un certain objectif. Pour certaines personnes, ça peut être très pesant et elles peuvent très mal le vivre. Cela peut même créer des tensions au niveau des relations familiales et même des relations amicales. Cette répétition-là peut également pousser à l'évitement parce que la personne ne veut pas entendre vos questions. Il y a même des familles dans lesquelles le droit d'aînesse n'est plus respecté parce que la petite sœur, en se mariant justement, a changé de position. Vous allez voir la grande sœur qui n'aura plus le même respect qu'avant parce qu'on lui fera tout le temps sentir que oui, mais qu'est-ce que tu fais encore dans la maison? Va te marier, fais comme tes petites sœurs. Et cette comparaison-là au sein de la famille peut aussi pousser à des conflits entre les frères et les sœurs parce que justement, les parents vont valoriser leurs enfants qui sont mariés tandis qu'ils vont constamment humilier et mépriser ceux qui ne le sont pas. Ces questions-là peuvent sembler anodines, mais elles rappellent constamment à cette personne qu'elle n'a pas respecté une certaine norme sociale qui est attendue. Et ces paroles-là, répétées de manière régulière, vont s'imprimer dans son esprit et produire parfois un stress anticipatoire. La personne va donc fuir les réunions ou les redouter. Et quand elle sera même avec les membres de sa communauté ou les membres de sa famille, elle évitera de donner son opinion sur certains points parce qu'elle ne veut pas qu'on lui lance à la figure que voilà, tu n'as même pas le droit de parler ici parce que tu n'es pas encore marié. Tu attends quoi pour te marier? Tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. La pression au mariage est très dangereuse parce que
elle peut pousser la jeune fille et même le jeune homme à accepter un destin misérable, un destin douloureux, accepter un destin sans issue. Sans issue à cause des génocides, des féminicides qui deviennent de plus en plus accrus. Sans issue à cause du stress et de l'affaiblissement de la santé mentale des personnes. Beaucoup ne se préparent pas et ne sont pas préparés à vivre la vie de mariage, la vie marital. Beaucoup ne sont pas préparés à ça. Quelles en sont les causes? Les causes sont très souvent l'entourage. L'entourage, la famille directe, les parents qui trouvent que à tel âge, moi j'étais mariée, j'avais des enfants, je dois répéter le phénomène chez mes enfants. Peut-être lorsque eux ils se mariaient, ils ont eu un carnaval de vie pour eux et peut-être pour leur soi-disant progéniture, mais ils ne sont pas le chemin parfait parce que oui, parfois ils le pensent, mais ils ne donnent même pas à ces enfants l'encadrement qui va leur permettre d'avoir une bonne préparation au mariage. C'est très important d'avoir une préparation au mariage et afin d'éviter la toxicité dans les foyers. Oui, la jeune femme à qui on a passé le temps à dire, tu es une femme si tu es mariée. Si tu es une femme, lorsqu'elle arrive devant son mari, qu'elle subit des pressions, des tensions, des viols en ménage, elle ne peut le dire à personne parce qu'on lui aura dit, tu es une femme, ton mari doit faire de toi ce qu'il veut, ce qu'il aimerait et tu dois satisfaire ton mari. Est-ce que satisfaire le mari est important, quel que soit le prix à payer? Comment va-t-elle éduquer ses enfants lorsqu'elle en a? Lorsqu'elle n'a pas un certain épanouissement dans son ménage, comment dira-t-elle à sa fille demain que ma chérie, ma princesse, lorsqu'un monsieur t'aborde dans la rue et qui ne te donne pas de la valeur, ne l'écoute pas? Comment le dira-t-elle? Et non, il ne s'agit pas d'un mouvement de féminisme qui va à l'encontre du respect des lois de la société ou de la nature. Nous reconnaissons bien sûr le plein droit des hommes comme supériorité selon des langages. Je peux encore faire emprunt ici au langage biblique. Et nous aimerons attirer l'attention de nombreux et de nombreuses sur le fait qu'il est important de se préparer au mariage, de se connaître d'ailleurs soi-même, de discuter avec son entourage sur les dispositions, les prédispositions et les enjeux de ce que c'est que la vie maritale avant de s'engager, de décider d'ouvrir et de fonder un foyer. La pression familiale et communautaire pousse parfois les gens à se marier avec les mauvaises personnes. Tellement ta mère ou ton père te dit tous les jours qu'il faut que tu te maries, que finalement tu vas accepter quelqu'un avec qui peut-être tu ne t'entends pas, simplement parce que tu aimerais qu'on arrête de te juger. Donc, il y a des personnes qui vont se marier, non pas par choix, mais parce qu'elles veulent échapper justement à ce doigt accusateur de la famille, à ce doigt accusateur de la société. Et c'est dommage, parce que se retrouver dans une union comme le mariage, avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes valeurs, peut mener parfois à la violence conjugale. Oui, parce que si tu te mets avec quelqu'un et il se rend compte qu'en fait, tu ne l'apprécies pas du tout ou que lui-même ne t'apprécie pas, ce sera difficile en fait de gérer le quotidien. Et même si vous avez des enfants, cela va encore accentuer les différences qui étaient déjà présentes. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui ne fonctionnent pas parce qu'au départ, les motivations qui ont poussé à cette union sont questionnables. Ce sont des dynamiques qui vont conduire à des unions fragiles qui sont marquées par l'insatisfaction, la frustration, parce qu'il y a un conflit intérieur entre l'image sociale présentée, je suis madame un tel, et la vie quotidienne, parce qu'à l'extérieur, on se dit que voilà, tu as réussi, tu es devenue madame, mais à l'intérieur, tu meurs à petit feu, parce que peut-être tu déprimes, tu es en colère contre toi-même, mais tu ne veux pas sortir de là parce que justement, tu ne veux pas qu'on te traite de divorcé. Mais ça, c'est encore un autre problème. Non, non et non. On ne doit pas rester dans des mariages toxiques au lieu de chercher la solution et qui puisse même être celle d'en découdre, de partir, de sortir de là. Non, on ne reste pas dans les mariages malsains à cause de la pression de la société, non plus à cause des enfants. Beaucoup de femmes commettent cette erreur de chercher à justifier l'injustifiable.
de tolérer l'intolérable, parce que ne sachant comment gérer, comme vers qui se tourner, la première chose et la priorité doit toujours être vous-même, mesdames. Vous êtes votre propre priorité. Votre mari ne l'est pas. Vos parents ne le sont pas. Le paquet qu'on leur a remis pour la dot là, c'était à eux. Les femmes ne mangent pas leur propre dot. Ça ne doit pas être une raison de rester. Le fait qu'on vous ait payé votre dot, non. Le fait que vous ayez signé et reconnu devant la mairie, il y a toujours une voie de secours. Vos enfants pour lesquels vous aimeriez rester, parce que des femmes le disent à cause des enfants, il n'y a pas un seul enfant sur cette terre qui est content, qui est heureux lorsqu'il voit son parent, son maman de qui il est venu, se fait torturer. Non, vous l'abîmez davantage. Vous abîmez davantage votre progéniture et qui puisse être selon la durée de ce que vous supportez. Il arrive parfois que vous y restez. Mourir dans un ménage toxique est traumatisant pour les enfants et à vie. Et cela à vie. Parfois, les enfants ne se relèvent jamais de cette situation. Il est vrai que à cause des moyens financiers, certaines peuvent fléchir, peuvent entamer des démarches et rester encore sur place. Mais battez-vous selon vos moyens. Se marier peut donc être vu comme une étape obligatoire pour beaucoup de femmes et non pas comme l'aboutissement d'un projet social choisi. On se marie pour éviter les problèmes avec la famille, on se marie pour éviter le rejet social, on se marie pour faire comme les autres parce qu'on en a marre d'être mis de côté. On va voir chez certaines femmes des comportements de compensation comme la consommation d'alcool, les infidélités répétitives, le manque de respect, l'isolement. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à l'aise dans la situation, mais elles ne veulent pas sortir de là parce qu'elles se disent « vaut mieux rester ici que de sortir et puis faire face au jugement de la société ». J'en connais plusieurs. J'en connais des tonnes de foyers où la femme subit les violences conjugales et décide de rester pour une raison ou une autre. Vous voulez connaître ce que ça engendre comme dégâts? J'en ai connu, pour lesquels les enfants sont allés dans la dépravation. J'en ai connu, pour lesquels les enfants se sont retrouvés piégés dans des phénomènes de consommation illicite. J'en ai connu qui, la femme s'est faite abattre sous les yeux de ses enfants. J'en ai connu où le destin de toute une famille a été bafoué. Alors, est-ce que cela était nécessaire? Je ne pense pas. Mesdames, je ne pense pas. Et que pouvons-nous faire pour y remédier? La solution se trouvait dès les premiers jours, lorsque la réflexion était mise sur la table et que les femmes concernées ont fléchi sur leurs initiatives. Dans la communauté, le divorce est vécu comme un échec ou une honte sociale. Donc, la personne qui est divorcée, surtout la femme, moi je vais parler de la femme, on aura toujours le sentiment que c'est de sa faute. Regardez un peu autour de vous. Quand on dit qu'une femme a divorcé, les premières questions qui vont souvent venir, c'est « Mais tu as fait quoi pour que ton mari divorce de toi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est comme si, en fait, dans une relation, c'est la femme qui porte la responsabilité de la réussite du couple. On dirait que le mari, lui, il n'a aucune responsabilité dans la réussite ou l'échec de la relation. S'il y a un problème, on te demandera, toi la femme, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il se comporte comme il s'est comporté? Il n'est pas responsabilisé la plupart du temps. Il y a même des familles qui préfèrent voir leurs filles vivre dans la violence conjugale que de divorcer. Parce qu'ils sont très centrés sur le regard des autres. Ils sont très centrés sur le fait qu'ils vont dire à leurs amis, à leur communauté, ma fille a épousé un tel, ma fille a épousé un grand type, ma fille est la femme d'un tel. On ne pense pas au bonheur de la personne, non, on pense à l'image de la famille.
N'oublions pas que la violence conjugale peut avoir des conséquences graves, hein, comme par exemple le stress post-traumatique, la dépression sévère, l'autodévalorisation et parfois même des maladies psychosomatiques. Oui, parce que vivre avec quelqu'un qui te violente tous les jours, ce n'est pas sain du tout. Et qui plus est, les enfants. Imaginez que vous avez des enfants, quels sont les modèles comportementaux qu'ils vont intégrer, sachant que la relation entre leur père et leur mère est constamment marquée par de la violence et qu'il n'y a pas d'amour entre eux, il n'y a pas de respect. C'est une relation froide qui met les enfants dans une insécurité que parfois ils ne pourront pas nommer parce qu'ils sont encore tout petits, mais qui cependant va les marquer et parfois pour le reste de leur vie d'adulte. Il est important de restaurer le sentiment de dignité personnelle. Il ne faudrait pas transmettre à la génération suivante des modèles conjugaux malsains. Il ne faut pas leur apprendre qu'on doit se marier à tout prix. Le mariage est une belle institution. Quand tu y es préparé, quand tu trouves la bonne personne qui te convient et quand tous les deux vous êtes prêts à travailler pour que votre relation fonctionne. Mais si tu n'es pas prêt au mariage et que tu vas dans cette relation-là, peut-être qu'elle ne va pas fonctionner. Pas forcément à cause de l'autre, peut-être aussi à cause de toi. Parce que oui, parfois on veut se marier, mais nous-mêmes, on a beaucoup de choses à régler. On n'a pas un bon comportement, on n'a pas de bonnes attitudes, on n'est pas respectueux, on ne sait pas quels sont les fondements du mariage. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi est-ce que une jeune femme célibataire monoparentale, une mère célibataire monoparentale, est-elle perçue comme à juger par rapport aux hommes de la même condition? La société, nous la redirons encore. Lorsque une femme se retrouve à porter un enfant et décide de lui donner la vie, manquons de nos jours les félicitations à cette dame qui prend de son courage en main, car ne sachant pas comment sera l'avenir avec le monsieur qui ne l'a pas encore honoré. Le disant, la femme en question supporte et encaisse beaucoup, prend de sa vie, parfois de sa jeunesse, parce que beaucoup de ces femmes sont des femmes qui sont d'un âge assez bas. Mais le temps passant, même les femmes mûres, aujourd'hui, prennent des initiatives pour se faire plaisir à elles et réaliser le rêve, ce qu'elles n'ont pas pu réaliser en couple. Ces femmes-là sont parfois traitées de vulgaires parce que, ramenant toujours au fait de la société sur le célibat de la femme, on la considère comme une ayant échoué. Elle veut forcer le destin. Elle veut montrer quoi à qui. Pourtant, c'est un assemblage, c'est une succession de beaucoup de combats, de beaucoup d'engagements, et qui normalement devrait mériter un titre de superwoman. À l'opposé, l'homme, on trouve toujours un moyen de justifier. Non, la femme l'a souvent piégé. Non, s'il voulait avoir des enfants, il l'aura épousé. Mais il est quand même de bonne moralité. C'est la raison pour laquelle il assume son enfant. Et on l'encourage. Malheureusement, plus tard, les balances établies, les femmes et les mères célibataires se voient pour certains des chances réduites. Non, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà des enfants, qui a déjà un enfant. Et pourtant, le même monsieur, on ne sait combien d'enfants il a laissé derrière lui. Parfois, c'est juste une question de mœurs, c'est juste une question d'éducation, c'est juste une question de croyance. Donc, messieurs, mesdames, la femme célibataire, la mère célibataire mérite des acclamations pour les combats menés chaque jour. L'homme qui accepte et qui assume ses responsabilités, lui aussi, au même rang, mérite les mêmes acclamations. La pression au mariage ne concerne pas que les femmes. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus mise sur les femmes, mais il y a aussi certains hommes qui peuvent vivre une certaine pression au mariage par rapport à leur histoire familiale, par rapport à leur contexte. Un homme célibataire qui a passé un certain âge
peut être perçu par sa famille comme étant un immature ou un incapable. Et on va donc essayer de lui mettre la pression pour qu'il trouve une femme. Et cet homme-là, oui, il pourra vivre une certaine anxiété de performance. Il va se dire, il faut vraiment que je me marie, mais avec la bonne personne. Peut-être pour ne pas décevoir aussi mes parents. Mais je le répète encore, cette pression-là n'est pas similaire à celle qui est vécue par de nombreuses femmes. Parce que la pression chez les hommes est quand même plus légère que celle que vivent de nombreuses femmes. Tout cela pour dire que l'épanouissement de la femme dans nos sociétés est très souvent conditionné par les préjugés et les stigmatisations sociales portées sur leur statut matrimonial et leurs conditions de maternité, si oui ou non elles ont déjà connu le bonheur d'avoir un enfant. Pourtant, cela ne devrait pas être, parce que de plus en plus aujourd'hui, avec l'évolution même de la science, des industries et autres, beaucoup de prédispositions empêchent certaines femmes de pouvoir procréer aisément. Certaines courent des blessures. Certaines personnes ont une histoire qu'elles ne peuvent pas toujours partager et ne devraient pas encore subir la pression sociale dans ce sens. Avant, nos mamans avaient l'art de vivre longtemps, nos parents avaient l'art de vivre longtemps parce que conditionnés dans un espace pur où la vie, où l'oxygène était bien conditionné, était bien distribué. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les femmes ont aussi compris que faire des enfants ne se limitait pas à cela, parce que même à l'époque de l'enfantement, les femmes portaient sur elles la notion de famille. Les femmes travaillaient pour nourrir leur famille, mais et se donnaient à des travaux champêtres. Aujourd'hui, on décidait de le faire autrement et d'interpeller aussi ces messieurs qui sont leurs conjoints à ce qu'est leur rôle dans le foyer, dans l'accompagnement de ces enfants. Parce que oui, les hommes aussi méritent d'être interpellés pour ce qui est du rôle qu'ils accordent et qu'ils offrent aux femmes dans la société. Mon avis là-dessus, c'est que l'homme restera le pourvoyeur de la famille, le monsieur à la tête de la famille. La femme devra rester à l'écoute de son mari, à l'écoute de son parent, homme comme femme, à l'écoute de ses aînés et se servir de l'expérience autour pour pouvoir se construire une identité. Parce que oui, lorsque vous avez défini votre identité, lorsque vous avez construit une identité solide de vous et autour de vous, vous n'avez plus à souffrir de ce que la société pense de ce qui n'est pas vous. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir si beaucoup de jeunes souhaitent encore se marier. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de groupes de discussion avec des jeunes âgés de 20 à 26 ans. Et ce qu'il en ressort souvent, c'est que oui, on aimerait bien se marier, mais on a peur parce que quand on regarde autour de nous, nos parents sont divorcés, nos oncles, nos tantes, ça ne va pas. Donc, ils n'ont pas de beaux modèles autour d'eux. La question n'est donc pas de savoir si les jeunes ont envie de se marier, mais la question est de savoir qu'est-ce que nous, les adultes, nous leur avons transmis comme modèle. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous nous comportons dans nos relations? Avons-nous suffisamment préparé nos enfants au mariage? Parce que souvent, on va se dire que oui, la femme doit se marier, il faut que ma fille se marie parce qu'elle a tel âge. Mais est-ce que tu as préparé ta fille pour le mariage? Est-ce que tu as préparé ton garçon pour le mariage? Parce que c'est deux personnes qui se marient. Est-ce que ton fils, il sait comment il doit se comporter avec une épouse? Est-ce que ta fille, elle sait comment elle doit se comporter aussi en tant qu'épouse? Il y a tout ça qu'il faut savoir parce que l'éducation comprend aussi ces apprentissages-là et c'est nous les parents qui sont censés apprendre cela à nos enfants. Donc parfois, quand on laisse les jeunes aujourd'hui faire des choix, on se plaint parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Mais on oublie qu'on n'a pas donné assez de ressources et qu'on ne les a pas préparés à faire de meilleurs choix. Donc parfois, la faute nous revient aussi à nous les adultes. Il est important de sensibiliser sur la santé mentale des femmes en Afrique et au Cameroun en particulier, parce que, étant déjà moi-même une Camerounaise, je marche dans les rues, je vois des femmes qui ne vont pas bien, je vois des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, pourtant remplies de talent. Je vois des femmes qui
sont obligés de se voiler parce que esquivant une situation X ou Y. Je vois des femmes qui perdent leur talent parce que, à cause des représailles des alentours, elles ne savent pas ou alors elles n'arrivent plus à exprimer les valeurs qu'elles ont et plutôt les détruisent et le font ardemment à tel point que on ne les retrouve plus. Pour ça, je pense que les femmes en Afrique, les femmes camerounaises, ont besoin d'être revalorisées pour elles-mêmes, pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des mères de famille, des mamans à la base, oui. Chaque femme a le gène de la maternité en elle. Qu'elle ne pense pas toujours que le problème exposé est forcément le leur. Parce que oui, elle se marie avec son mari, elle n'arrive pas à concevoir. Son mari est le premier à lui faire des pressions là-dessus sur l'enfantement et pourtant, c'est à lui de venir la féconder. Je vois des femmes qui souffrent dans des belles familles à cause de le facteur qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et pourtant, le mariage est c'est une lumière assez magnifique lorsque bien arrangée, bien préparée à cela. Je vois des femmes, excusez-moi si j'insiste sur le mariage, c'est parce que on a tellement fait des questionnements, mis des stigmatisations autour de la question du statut de mariée, que la femme a l'impression que lorsqu'elle n'est pas mariée, elle ne vit pas. Ce n'est pas possible. Alors là, c'est pas possible. La femme africaine doit comprendre qu'elle a de la valeur et doit savoir mettre en évidence les atouts qu'elle a, l'intelligence qu'elle a. Derrière un grand monsieur, l'a-t-on souvent dit, un grand homme se cache toujours une femme merveilleuse. Tout le monde n'aspire pas au mariage, mais pour ceux qui y aspirent, c'est vraiment important de comprendre quels sont les tenants et quels sont les aboutissants. Est-ce qu'on peut être heureux en étant célibataire? Moi, je pense que c'est une question très complexe parce que chaque situation est vraiment unique. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles sont très heureuses en étant célibataires et d'autres qui vont vous dire qu'elles ne le sont pas. Il n'y a pas de règle unanime pour tout le monde parce que nous n'avons pas évolué de la même façon. Le plus important, c'est que chacun puisse se sentir bien dans son choix et qu'on puisse aussi admettre que parfois certaines situations ne sont pas propices pour le moment. Il y a des personnes qui veulent peut-être se marier mais ne sont pas dans les conditions, que ce soit les conditions financières pour le moment ou même les conditions émotionnelles. Chaque personne suit un peu son propre chemin et mettre la pression pour pousser justement des jeunes femmes à se mettre dans des relations qui n'ont pas de sens. Elles peuvent aller se mettre avec des hommes qui vont les violenter, les maltraiter simplement parce que la famille leur met la pression pour se marier. Autre chose aussi que j'aimerais mentionner ici, c'est vraiment le regard jugeant de la communauté. À force, par exemple, de stigmatiser les femmes célibataires ou même les mères célibataires, parce que là, il y a aussi la monoparentalité. Quand une femme veut se marier et que le mariage ne vient pas, vous allez souvent entendre dans la famille des oncles ou des tantes qui vont dire « Ok, si tu ne te maries pas, fais au moins tes enfants. Au moins, tu ne vas pas mourir sans rien. Tu auras au moins une descendance. » Ce qui aura pour conséquence justement que cette femme-là peut finir par se retrouver mère célibataire d'un, deux ou de plusieurs enfants. Et cela va créer un autre enjeu. Parce que quand tu as déjà des enfants, ce n'est pas non plus aussi facile de se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que j'ai voulu être ambassadrice de Mental Science au Cameroun? La raison est simple. Je suis d'un métier de la santé. Il s'agit de la santé mentale, qui est, à mon sens, un point focal de diverses manifestations sur le corps. Lorsque je reçois des patients qui ont un problème dans leur équilibre mental, ça ne se voit pas à l'œil nu. Non. Parfois, c'est après beaucoup d'échanges qu'on réussit à sortir, à percer l'abcès. Ces patients même
n'y croient pas quand on le leur dit, quand nous attirons, parce que moi, mes collègues également, leur attention là-dessus. La santé mentale est tellement banalisée au Cameroun et pourtant a son mérite d'être dévoilée. Alors, pour la femme camerounaise que je suis, pour la citoyenne camerounaise que je suis, et pour tous les préjudices que nous voyons dans la société, j'ai décidé de me présenter comme ambassadrice de Mental Science afin de pouvoir percer l'abcès. Oui, mettre en avant tous ces maux, tous ces blessures, tous ces heurts, afin que la communauté en formation que nous sommes en train de constituer, afin que tous les Camerounais, les Africains, tout le monde puisse prendre conscience de l'importance d'un suivi ou d'un accompagnement et d'un ménagement surtout de sa santé mentale pour un bon équilibre de soi. Merci. Pour terminer, je dirais que c'est important d'éduquer également les garçons parce que dans une société où on permet aux hommes d'avoir de nombreuses relations avant de se marier et où on ne veut pas que les femmes justement aient de nombreuses relations avant de se marier, il y a un décalage parce que toutes ces femmes-là avec qui ce jeune homme-là sortent, qui va donc les épouser? Donc c'est important d'éduquer également les garçons. Ils ne sautent pas de relation en relation, qu'ils apprennent à respecter la dignité et l'intégrité des femmes avec lesquelles ils sont. Donc, si tu ne comptes pas être sérieux avec une femme, ce serait bien de ne pas t'engager avec elle. Parce qu'en cas de séparation, tu laisses derrière des blessures émotionnelles qui parfois peuvent marquer son parcours et justement constituer un obstacle pour des relations futures. La sensibilisation, c'est dans les deux sens. Mieux éduquer les filles et mieux éduquer les garçons. On ne va pas simplement mettre la responsabilité sur les femmes en oubliant qu'une relation, ça se fait à deux. Tout le monde ne souhaite pas se marier, mais il y en a qui le souhaitent. On ne va pas dire ici que le mariage est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça dépend de qui on parle. Pour ceux qui estiment que c'est une bonne chose, préparez-vous. Assurez-vous d'en connaître les fondements. Assurez-vous d'être bien préparé au niveau de votre comportement aussi pour chercher quelqu'un qui pourra éventuellement vous correspondre. Et si jamais le mariage n'arrive pas, pensez à vous épanouir autrement parce que oui, c'est quelque chose qui ne dépend pas à 100% de nous. Il faut être deux pour vouloir se marier et à nous tout seuls, on ne peut pas le décider. Prenez soin de vous parce que votre santé mentale compte.